Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle page de culture. Une page de culture fort agréable pour moi en vérité aujourd'hui, car elle va allier deux de mes passions, la langue française et l'histoire. Nous employons tous, sans même parfois nous en rendre compte, des expressions pour rendre nos discours plus convaincants ou donner plus de force à une idée. Nous connaissons souvent le sens des expressions que nous utilisons, mais rares sont ceux qui en connaissent l'étymologie. C'est bien dommage, car vous verrez qu'elle peut être inattendue, poétique, voire pittoresque. Les plus belles expressions sont pour moi celles qui sont tirées de l'histoire. Elles reprennent souvent de toutes petites anecdotes, trop petites sans doute pour figurer dans les livres d'histoire. Donc, ces historiettes seraient condamnées à l'oubli si la langue française ne leur permettait d'éviter une mort terrible par le truchement de ces belles expressions que nous allons voir. Nous allons donc commencer notre tour d'horizon par une très belle expression dont peu de gens connaissent l'étymologie. Il s'agit de tenir le haut du pavé. Cette expression ne manque pas de charme, comme vous allez vous en rendre compte. Au Moyen-Âge, les villes étaient dépourvues d'égouts et les eaux usées s'écoulaient en pleine rue. On imagine la vue et surtout l'odeur. Les rues étaient donc concaves pour faciliter leur écoulement. Les piétons avaient donc intérêt à circuler sur les côtés de la rue, qui étaient en hauteur et au sec. Mais parfois, l'étroitesse du haut du pavé empêchait le croisement de deux personnes. Il fallait donc qu'une des deux cède le haut du pavé à l'autre. C'était en fonction de la hiérarchie sociale. Un simple artisan devait laisser la place à un aristocrate, quitte à mettre ses pieds dans les immondices. Aujourd'hui, tenir le haut du pavé signifie donc que l'on occupe la meilleure place, que l'on est au sommet d'une hiérarchie quelconque. L'expression suivante est typique de celle dont on comprend le sens en croyant comprendre les mots qui la composent, alors qu'il n'en est rien. Il s'agit de l'expression « avoir maille à partir avec quelqu'un ». Cette expression comporte deux archaïsmes qu'il convient d'expliquer pour pouvoir la comprendre. La maille. La maille était autrefois une monnaie de cuivre de peu de valeur. Le verbe « partir », quant à lui, vient du verbe « partager » et en est synonyme. Au sens propre donc, cette expression signifie que l'on a une misérable pièce à partager avec quelqu'un. Au sens figuré, cela veut dire que l'on va se disputer, voire même se battre avec cette personne, car une maille est indivisible et ne peut donc être partagée. La compétition pour sa possession est alors inévitable. Il est intéressant de savoir que les Anglais ont gardé une trace de ce sens de partir que l'on entend souvent dans la phrase « The partition of India », que l'on traduit par la division de l'Inde. Néanmoins, des interprètes mal inspirés rendent cette phrase servilement en traduisant en français par « la partition de l'Inde ». C'est une erreur, car le mot partition ne signifie plus division en français, hormis dans l'expression « avoir maille à partir ». La prochaine expression est moins courante que la précédente. « Aller à Canossa ». Cette très belle expression érudite tire son origine d'une anecdote historique. Nous sommes le 24 janvier 1076. Le pape Grégoire VII interdit que les évêques soient nommés par des laïcs. Henri IV, le futur empereur d'Allemagne, ne l'entend pas de cette oreille. En 1077, il proclame la déchéance du pape, ce qui énerva passablement le pape Grégoire VII. Ce dernier excommunia Henri IV. Les princes du royaume menacent alors de le déposer si le pape ne lève pas son excommunication. Henri IV doit agir vite. Il apprend que Grégoire VII se trouve à Canossa, en Italie, chez la comtesse Mathilde de Toscane. Henri IV s'y rend pour demander pardon au souverain pontife. Grégoire VII apprend l'arrivée du roi. Il fait alors fermer les portes de la ville, laissant Henri IV pieds nus, en costume de pénitent dans le froid de janvier, durant 3 jours, avant de lui ouvrir les portes et de lui accorder son pardon, levant l'excommunication. On voit bien encore à l'époque la suprématie du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel. Aller à Canossa
signifie donc s'humilier fortement, céder devant quelqu'un. Voyons maintenant une expression beaucoup plus usitée. Se coltiner quelqu'un ou se coltiner quelque chose. Le verbe se coltiner vient du mot coltin, qui était un gilet épais servant au fort des Halles pour porter les lourdes charges sans se blesser. Le coltin protégeait le col de la personne, c'est-à-dire son cou. Les Halles étaient à Paris le lieu où se concentrait le commerce alimentaire de gros, transféré à Rungis en 1969. Les forts des Halles étaient les personnes qui portaient des choses très lourdes, comme les carcasses d'animaux de boucherie. Aujourd'hui, on emploie encore se coltiner au sens propre. Je me suis coltiné le piano de Bob sur 5 étages. Ou au sens figuré, je me suis coltiné le frère de ma petite amie pendant les vacances. Ce dernier sens étant de toute évidence péjoratif. Dans la prochaine expression, l'étymologie est totalement oubliée. Payer en monnaie de singe. Cette belle expression possède une étymologie fort pittoresque. Durant l'Ancien Régime, on ne pouvait traverser certains ponts qu'après s'être acquitté d'un droit de passage, une sorte de péage. Les saltimbanques, les artistes vagabonds qui donnaient des spectacles de rue, étaient trop pauvres pour payer. Cependant, ils pouvaient se contenter d'offrir un petit spectacle à la personne surveillant la traversée. Souvent, l'artiste faisait danser un petit singe en guise de paiement, d'où l'expression actuelle désignant de la fausse monnaie. Bien peu de gens connaissent l'origine de l'expression « mener une vie de bâton de chaise ». Beaucoup pensent même à tort qu'étant donné la vie peu trépidante d'une chaise, cette expression désigne une vie paisible, calme et sans surprise, alors que c'est exactement le contraire. En effet, il ne s'agit pas dans cette expression d'une chaise de salon, mais d'une chaise à porteur, c'est-à-dire ces chaises utilisées autrefois par les gens de la haute société pour se déplacer en ville, que l'on installait dans une petite cabine et que des domestiques portaient à l'aide de longs bâtons glissés dans des anses prévues à cet effet. Ces bâtons de chaise voyageaient donc beaucoup. Mener une vie de bâton de chaise, c'est donc mener une vie dissolue, sortir très souvent sans jamais se reposer. La prochaine expression est encore très vivante. Pourtant, elle utilise aussi un archaïsme inattendu. Trier sur le volet. Cette expression vient d'une ancienne acception du mot volet. En effet, au XVIe siècle, le volet était un tamis dans lequel on triait les graines. Il tirait son nom de sa légèreté qu'il faisait voler au vent. Trier des gens sur le volet, c'est donc procéder à un tri sévère, ne choisir que les meilleurs dans une catégorie spécifique. La prochaine expression est encore une fois le fruit d'une étymologie à laquelle on ne s'attend pas forcément. À brûle-pourpoint. Cette expression est encore très vivante aujourd'hui. Faire ou dire quelque chose à brûle-pourpoint signifie brusquement, sans préparation, sans détour. Au XVIIe siècle, le pourpoint était une sorte de veste. Quand quelqu'un se faisait tirer une balle à brûle-pourpoint, cela signifiait au sens propre à bout portant, évoquant une telle proximité entre le pistolet et la victime que la poudre du coup de feu brûlait le pourpoint de la personne visée. Certaines expressions peuvent connaître un étrange destin. C'est le cas d'un coup de Jarnac. Une affaire d'honneur conjugal opposa le seigneur Guy Chabot de Jarnac au roi de France Henri II. Ne pouvant se battre en duel au nom de sa fonction, ce dernier fit appel à un champion, François de Vivonne. Lors du duel, contre toute attente, Guy Chabot, grâce à une botte efficace, toucha son adversaire au genou gauche. Jusqu'au XVIIIe siècle, l'expression « coup de Jarnac » désigne donc une attaque imprévue et habile. Mais en 1771, le dictionnaire de Trévoux, écrit par des jésuites, ajouta la notion de coup déloyal. Il faut savoir que les descendants de Guy Chabot choisirent le protestantisme, ce qui peut expliquer cette vengeance sémantique de la part des jésuites catholiques. Les guerres de religion avaient cours même dans les dictionnaires. Littré et Larousse rectifieront cette injustice au XIXe siècle en redonnant au coup de Jarnac ses lettres de noblesse. Mais il arrive toujours aujourd'hui d'entendre des gens utiliser cette expression dans le sens de « coup déloyal ». Il est fort probable que l'homonymie entre le nom Jarnac et Jarnac, du verbe arnaquer, entretienne aussi dans une certaine mesure cette confusion. Parfois, des peuples peuvent se montrer leur antipathie réciproque
par expressions interposées. C'est le cas avec l'expression suivante, « filer à l'anglaise ». Cette expression xénophobe est un bel exemple de vengeance littéraire contre nos meilleurs ennemis, les Anglais. En effet, les Anglais et les Français se firent souvent la guerre dans l'histoire, et aujourd'hui encore, nous ne sommes pas souvent d'accord sur les sujets diplomatiques ou économiques. Cette expression a une connotation nettement péjorative. On dit d'une personne qu'elle file à l'anglaise pendant une soirée quand elle ne dit au revoir à personne, qu'elle s'esquive en douce. Une armée qui file à l'anglaise au cours d'une bataille fait preuve de couardise, de lâcheté. Les Anglais, quant à eux, nous le rendirent bien, puisqu'ils utilisent la même expression, to take the French leave, prendre la fuite à la française. Mais ces joutes lexicographiques sont quand même plus pacifiques que la bataille sanglante de Waterloo, par exemple. Parlons maintenant du chemin de Damas de quelqu'un. Cette expression est tirée d'un épisode de la Bible. Paul de Tarse, futur apôtre, mais qui pour l'instant déteste les chrétiens, se rendit à Damas. Peu avant d'arriver, il entendit la voix de Jésus. Saint Paul se convertit alors brusquement au christianisme. Cette expression désigne donc le brusque changement d'opinion d'une personne. On l'utilise souvent dans le cadre politique. On peut se demander alors si un politicien qui retourne sa veste est un opportuniste, à moins que ce ne soit une personne intelligente, puisque l'adage stipule qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais ceci est bien sûr une autre histoire. Merci et à bientôt.